Bonjour et bienvenue au balado d'Hockey 360, le balado des Grenouilles Podcast. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois qu'on était supposé en faire un, malheureusement, ou bien c'était dans le fond une bonne chose, là, mais un ancien coéquipier, ami à moi, Jeremy Colleton, était en ville avec les Hawks de Chicago, qui sont venus faire une belle petite surprise aux Canadiens, soutirant 2 points. Mais j'avais eu un moment, une entrevue à faire avec lui, passer la journée avec Jeremy. Parler du bon vieux temps. Et tu l'as connu, je pense, Jeremy Martin. Non, Martin. Moi, je ne l'ai pas connu, Bruno. Je suis arrivé avec les Islanders et je suis parti même pas un 6 mois là, avec les Islanders. Je suis arrivé au mois d'octobre, je suis parti au mois d'avril. Une tasse de café. Fait que j'ai pas resté une journée de plus à Long Island. Je vous aimais bien, mais je me suis en allé de là. Fait que je pense que c'est arrivé après moi avec les Islanders. Mais c'est quand même le fun que tu gardes du temps pour certains de tes amis, mais les autres, t'es flush. Non, c'est parce qu'il y en a qui viennent me voir à Montréal. Écoute, je suis occupé ces temps-ci, je ne peux pas sortir beaucoup. Ils viennent me voir à Montréal. C'est gentil. OK. Ben moi, je te vois là, par Skype. Fait que c'est pas la même chose, je sais pas. Ça peut, ouais, il n'y a pas le contact physique, mais au moins on peut se voir, savoir le visage un peu. Bien content de te voir, Martin. Et ça fait longtemps. On t'excuse. C'est ça fait longtemps. Fait que là, on va se reprendre. Là, il y a du stock, mais on va tout le temps rester dans ce qui est chaud autour de la Ligue nationale. Ouais. Et avant d'embarquer sur le match d'hier, il y avait quelqu'un qui manquait aux Canadiens et je pense que ça l'a paru hier. Juste par le fait que tu as le trio de Dano Gallagher-Tatar qui fait un excellent travail contre les meilleurs trios adverses, mais tu avais le trio de Thompson, Will et Byron qui jouaient très bien, qui pouvaient jouer contre les gros trios. Et quand tu perds un joueur comme Byron, ça fait mal à cette profondeur-là, surtout sur la route, quand tu n'as pas le dernier changement. Et on l'a vu hier, les Blue Jackets qui se sont ajustés aux Canadiens, qui avaient dominé les 10 premières minutes. Mais ensuite de ça, ça a été Columbus qui a pris le contrôle. Byron n'est pas dans l'alignement. Puis là, je veux savoir, toi, Martin, tes années comme joueur, tu es rentré dans la Ligue nationale même avant moi où il y avait encore plus de combats. C'était une partie vraiment intégrante de chacun des matchs. On appelait le game within a game. Là, c'était une grande partie, une grande facette, une facette importante des matchs. Est-ce que, quand on parle de code, tu sais, parce que si on revient, là, Paul Byron donne une solide mise en échec à Mackenzie Weegar à la tête. Mackenzie Weegar manque des matchs suite à une commotion. Byron se fait suspendre 3 matchs. Revient au jeu. Ils ont même joué contre dans des circonstances. Le Canadien a joué contre les Panthers depuis. Mais là, Weegar décide de lancer l'invitation à Paul Byron qui n'a pas hésité. Tu sens en lui qui, d'après moi, le voyait venir et aurait décidé de répondre de ses actes. On parle beaucoup du code, on parle de respect, on parle de beaucoup de choses dans ce cas-là parce que là, Paul Byron n'est pas dans l'alignement du Canadien suite à une commotion, s'est fait sonner la cloche comme il faut. C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu prends là-dessus sur encore des combats dans la Ligue nationale, le fameux code d'éthique ou le code pour des joueurs? C'est quoi ta vision sur tout ça? Ben écoute, moi j'ai été chanceux. Comme gardien de but, il y avait juste un code, arrête la rondelle, puis on se fout de ce qui se passe d'autre ça. Mais je t'ai vu engager le combat, par exemple, avant. Oui, une ou 2 fois. Là, je me suis fait sacrer une volée par Ray Emery, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis fier que j'ai fait l'appel au combat, mais quand même, je me regarde là, ma situation. Quand je me suis battu avec Ray Emery, j'étais à 1 semaine de la date limite des échanges et les pourparlers étaient déjà entamés entre les Sabres et les Flyers de Philadelphie pour m'envoyer à Philadelphie. Imagine là, si je me fais casser là, la gueule complètement là, par Ray Emery ce soir-là. Probablement, je ne me fais pas échanger à Philadelphie. Les Sabres sont dans le trouble parce que là, ils n'ont pas l'échange qu'ils veulent faire. Et je ne sais pas c'est quoi mon futur comme moi. Et c'est pour ça que je me dis j'ai été chanceux de ne pas avoir mangé un coup de poing sur le bord de la gueule là, ou de la mâchoire qui aurait pu vraiment me blesser. Il aurait pu me sortir de plusieurs matchs, une commotion cérébrale ou peu importe. Et à ce moment-là, oui, j'ai eu du fun. Écoute, je peux en parler, je ne me suis pas blessé, mais quand même, déjà là, ça c'était en 2007, j'avais déjà commencé à changer le code, à me dire, c'était un peu niaiseux de ma part d'aller me battre contre un gars de 6 pieds 3, 230 livres. Écoute, je ne pesais même pas 230 livres avec tout mon équipement. Alors, oui, j'ai voulu y aller. Mais je me regarde, si je me serais fait blesser, ça n'aurait pas été le fun.
Du côté de Paul Byron, je respecte le fait qu'il a voulu répondre à l'invitation de Mackenzie Weegar, mais quand même, tu n'as pas besoin de dire oui. Puis ça, la seule raison pourquoi que j'accepte peut-être la situation avec Paul Byron, c'est parce qu'il a dit oui. Mackenzie Weegar est venu le voir, a dit, est-ce que tu veux engager le combat? Oui, Byron a dit oui, et là, ils se battent. C'était la responsabilité, c'était Byron de dire non. Il n'a pas sauté dessus par surprise. Il n'a pas sauté dessus, il ne l'a pas surpris, il ne l'a pas pris par derrière ou peu importe. Il n'a pas donné une mise en échec sale là, dans un coin de bande où il frappe par en arrière, la tête dans la baie vitrée et tout. Il a demandé la question et c'est à Paul Byron de réagir d'un côté comme de l'autre, mais j'espère qu'avec l'expérience de Paul Byron, il aurait pu dire pas là, j'ai 7-8 matchs à jouer et on est dans une course aux séries, alors je vais laisser ça de côté. Mais tu regardes en début de saison, Matt Dumba s'était fait attaquer par Matthew Tkachuk des Flames de Calgary. Et Dumba, qui était un des meilleurs marqueurs à la défense cette année avec Minnesota et dans la Ligue nationale, après avoir donné une mise en échec 9 jours auparavant contre un joueur de Calgary, je ne me souviens plus c'était qui le joueur, le match d'après, Tkachuk, il a sauté dessus, il a commencé à lui donner des coups de poing et tout, et Matt Dumba a manqué quelques matchs après ça aussi. Ils ne savent pas si c'était directement de la bataille, mais quand même, il a joué quelques chiffres après la bataille et il s'est retiré du match et il a manqué quelques matchs. Et là, tu regardes, Minnesota aurait probablement voulu remporter 2, 3, 4 victoires pendant que Matt Dumba n'était pas dans l'alignement parce qu'ils sont en recul présentement à l'heure où on se parle dans la course aux séries. Ça, c'est le côté du code que je n'apprécie pas. Que quelqu'un vienne te sauter dessus pour te faire répondre à une mise en échec qui était légale là, de Dumba. Alors, ce que Matthew Tkachuk a fait, je ne l'accepte pas. Je pense que le code est vraiment trop vieux pour le hockey de 2019. Mais ce que Mackenzie Weegar, il a posé les questions, d'après moi, la responsabilité à ce moment-là, c'est Paul Byron de dire je vais laisser ça de côté, on se reprendra l'année prochaine, si on joue là, le 10e match de la saison, je vais te donner la chance, mais pas aujourd'hui. Ça aurait été probablement la réponse là, la plus sage, mais écoute, s'il ne se fait pas blesser, tout le monde dit que Paul Byron a répondu à l'appel et bon caractère de Paul Byron et tout marche. C'est plate qui est blessé, puis c'est plate pour le Canadien. Et tu as raison là-dessus parce que, exemple, là, puis, quand j'écoutais le monde débattre sur ce cas-là, un exemple qui vient en tête, c'est Jaromir Iginla. Puis Jaromir Iginla va être au temple de la renommée, son chandail retiré, il a marqué énormément de buts dans sa carrière, c'est un joueur dynamique et intense. Mais un des gros moments de sa carrière, c'est son combat contre Vincent Lecavalier en finale de la Coupe. Mais imagine que lui, il se blesse, il se casse une main, il y a une blessure sur ce combat-là, puis il ne peut pas finir la finale, puis les Flames perdent. Ben là, c'est pourquoi il a fait ça, puis quelle erreur, puis il n'a pas pensé à l'équipe, etc. C'est sûr que là, le résultat vient influencer beaucoup l'opinion que tu vas avoir sur ça. Quand tu parles du code, puis c'est là que Martin, tu l'as joué, tu l'as entendu dans la chambre. Souvent, le code, il faut que tu répondes à tes actes. Puis c'est pour garder ça légal. Il y en a qui vont dire qu'il faut que tu sortes les combats parce que c'est dangereux. On voit l'exemple ici, une blessure à la tête. Et il ne faut pas sous-estimer ça. C'est important, la santé des joueurs pour l'après-carrière. Pas juste penser au moment présent. Mais les gars, les combats étaient là un peu pour protéger justement qu'il n'y ait pas des coups salauds sur la glace. Parce que donner un coup salaud, partir, puis tu en voyais beaucoup dans des équipes. Là, je me rappelle Hallweg là, que tu as connu avec les Rangers. Quand il est rentré dans la ligue, c'était un Jordan Tutu. C'était quelqu'un qui voulait juste frapper pour faire mal, frapper sur la patinoire. Il était complètement fou. Mais ces gars-là sortaient des joueurs un après l'autre par des blessures, les genoux, la tête, etc. Fait que pour répondre à ça, pour le garder en ligne, il y avait les combats, puis c'était le code, puis il fallait que tu répondes de tes actes. Ça, c'était une chose. Si la Ligue, puis c'est le chemin que la Ligue est en train de prendre, on s'approche de ça, il faut que la Ligue prenne la responsabilité d'elle être le code. De dire que s'il y a des mises en échec ou il y a des coups salauds qui se donnent, nous, tout de suite, on va sauter là-dessus, puis il va y avoir des suspensions, puis tu vas devoir répondre de tes actes avec des suspensions ou des amendes, etc.
Là, tu as moins besoin que les joueurs prennent soin de ce code-là. Mais ça reste imprégné dans la culture où tu vas donner une mise en échec, tu blesses le joueur sur le coup. Il faut que tu t'attendes à répondre de tes actes. Puis dans ce cas-là, oui, Byron a été suspendu, mais le joueur, lui, Byron a été suspendu contre d'autres équipes que les Panthers de la Floride. Fait que ça ne change rien au fait que Mackenzie Weegar était sorti avec une blessure. Lui, quand il revient dans le jeu, il a cette mise en échec-là dans la tête. Il l'a fait d'une bonne façon, mais c'est sûr que, tu sais, je pense pas que Byron a fait ses devoirs pour savoir que lui, c'était un gaucher. Weegar a de l'expérience aussi pour les combats. Weegar, là, il venait de se faire sacrer une volée contre Noel Charlie des Bulls de Boston la semaine d'avant. Fait que si t'es Paul Byron, t'es assis sur ton divan, là, j'ai une chance. La semaine avant, tu dis « Hey, on joue contre Floride, puis Weegar va probablement venir me poser la question. » Je vais dire oui, c'est sûr. Regarde, il s'est fait sacrer une volée, là. C'est peut-être pourquoi il a dit oui. C'est peut-être pour ça qu'il a dit oui. Mais tu as raison, écoute, c'est le jeu... La Ligue nationale est tellement rendue rapide et la vitesse et le coup de patin. Souvent, là, les joueurs ne savent même pas ce qui s'est passé sur la patinoire. Tu entends un gros boom bagang dans le coin de la bande, puis tu vois un de tes gars à terre, tu drops tes gants, puis tu t'en vas te battre, tu te rends compte qu'ils se sont accrochés les patins, puis il est rentré dans la bande sans mise en échec. Mais c'est tellement rapide, et c'est pas comme c'était sans de dire que le hockey dans le temps, c'était pas du bon hockey, mais en 75, là, c'était pas mal plus lent sur la patinoire, puis tu avais la chance de voir tout ce qui se passait. Fait que quand tu voyais un gars arriver avec un coup de bâton par-dessus les épaules, paf, puis il frappait un gars, tu pouvais répondre à ça. Tu dis, ouais, ça, c'est un coup de bâton à 2 mains, dans les épaules, dans le cou d'un de mes coéquipiers, je m'en vais te battre. Mais à cette heure, avec les mises en échec, avec la rapidité du jeu, avec la force des joueurs et la grosseur des joueurs, ça fait du bruit de tout bord, de côté. Tu peux pas aller dropper les gants pour répondre à une mise en échec ou à 3-4 semaines plus tard, un mois plus tard, à vouloir te battre parce qu'il y a quelqu'un qui t'a frappé, il a été suspendu. Je pense que c'est là que le code est un peu en arrière là, sur les temps dans la Ligue nationale. C'est sûr que ça va toujours se faire face deux gars et dire on drop les gants et on y va, mais je pense qu'il va falloir là, vraiment penser aux blessures et à l'importance, la situation de la saison. Et pour l'instant, là, le Canadien, il lui restait 5 matchs à jouer. Je pense que la situation là, était beaucoup plus importante pour l'équipe que pour Paul Byron de répondre à la culture du hockey. Tu as entièrement raison. Et c'est là que tu penses à ton équipe, tu penses à toi-même, mais tout se fait. Tu sais, c'est facile de s'asseoir ici et de l'analyser. Bon, mais tu aurais dû penser à ça, ça, ça. Sur le coup, là, quand tu te le fais demander, tu es à la maison, tu es au Centre Bell. Tu ne sais pas où il va amener ça, Weegar. Tu ne sais pas s'il va te narguer avec ça devant tout le monde. Et quand tu rentres dans la Ligue nationale, là, tu ne vas pas te battre avec tes points, mais tu vas tout faire pour gagner le respect. Puis une fois que tu as gagné le respect, tu veux maintenir ce respect-là. Mais parce qu'il y a les combats encore dans la Ligue nationale, ça fait partie de ces facettes-là des joueurs respectés, des joueurs qui répondent de leurs actes et de ceux qui vont être salauds, qui ne voudront pas répondre ou qui vont y aller un peu comme tu mentionnais, Ketchuk, de sauter sur un joueur sans avertissement. Fait qu'il y a, à travers le petit monde de hockey, il y a cet aspect-là, respect. Et ce qui est très important pour les joueurs, de gagner ce respect-là des coéquipiers, des adversaires, de tout le monde, et de maintenir ce respect-là. Et beaucoup moins aujourd'hui, mais les bagarres étaient un aspect de ça. Tu avais beau être un marqueur de but ou peu importe, il fallait que tu sois capable de répondre de tes actes si tu faisais quelque chose, puis tu gagnais le respect de tes coéquipiers. Moi, je me rappelle, je me suis battu contre Colin White. J'ai mangé une volée. Je m'en rappelle pas trop du combat. Je me suis fait casser un côté de la face. J'ai un œil qui twitch des fois quand je suis fatigué à cause de ce combat-là. Puis ça servait à rien. J'ai défendu un coéquipier, mais combien de fois je me suis fait dire « Wow, t'as gagné du respect encore plus. Fait que ça faisait partie du scénario, mais quand tu penses après, avoir eu des problèmes ou des conséquences après, tu regrettes ton geste, c'est certain. Mais dans le feu de l'action, il y a un aspect respect. Est-ce que toi, tu as plus de respect pour Paul Byron aujourd'hui parce qu'il a fait ce geste-là qu'autrefois, c'est certain. Autrefois, ça faisait partie, wow, il a pas reculé, j'ai plus de respect pour lui. Est-ce que c'est fini, ça, de gagner du respect parce que tu réponds à ces appels-là? Je pense que oui, puis je vais te dire, c'est sûr que tout le monde va respecter dans la Chambre du Canadien
un gars comme Paul Byron. Il est déjà respecté, là, peu importe ce qu'il fait sur la patinoire, je pense que c'est un gars très respecté. Il était dans la Ligue nationale pendant quelques années. Le monde le connaît. C'est un gars honnête. C'est pas un salaud sur la patinoire. Alors, je pense qu'il n'y avait pas vraiment plus de respect à aller gagner. C'est sûr que les gars dans la chambre, quand que Paul Byron se représente dans la chambre des joueurs, après quelques jours à l'écart, les gars vont tous aller le voir. Ils vont lui donner une tape dans le dos, leur dire hey, t'as vraiment répondu à l'attente, puis on respecte ça, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus facile de dire ça quand tu es dans les séries éliminatoires. Si le Canadien manque les séries et se retrouve sur le terrain de golf dans 2 semaines, et là, tu es sur le premier trou, puis tu vois Paul Byron qui s'en vient de voir, tu te dis ouais, on te respecte, Paul, on joue au golf, là, c'est moins le fun. C'est ça, là, le fait de faire les séries, c'est tellement difficile. Tu travailles pendant 70, 75, 77 matchs, et là, tu arrives au 77e match, au 76e match, et une pièce importante de ton équipe tombe au combat. Puis c'est sûr que des blessures, il y en a tout le temps. Là. Écoute, j'en ai vécu des joueurs blessés. On a perdu avec les Sabres de Buffalo, là, Game 7 en 2005-2006 contre la Caroline. Il nous manquait 5 défenseurs. Écoute, Jay McKee avait une infection, là, une staph infection dans la jambe à cause qu'il y avait une coupure qui avait mal soignée. On avait un gars qui avait un problème de cœur, un autre qui s'était foulé la cheville. Peu importe, il y en a des blessures. Mais seul que tu peux contrôler et tenter d'éviter, c'est toujours sûr que tu as le contrôle là-dessus. Mais on va souhaiter un prompt rétablissement à Paul Byron. Puis maintenant, c'est le fun parce qu'il y a un peu plus de lumière sur ce sujet-là, mais c'est les blessures à la tête. Là. Le fait d'échanger blessure au cerveau contre blessure au cerveau, c'est pas un chemin que les sports, que les athlètes veulent prendre, loin de là. Donc, je lui souhaite un prompt rétablissement. Un rétablissement rapide et à 100%, parce que tu veux pas, une blessure à une cheville ou à un genou, là, tu peux dealer avec ça, tu peux taper ça, mais à la tête, tu as une vie après le hockey. Fait que je te souhaite de revenir de ça bien comme il faut. Mais tu sais, tu parles du code là, aussi, là, Bruno, là, juste 2 petites vites comme ça. Là, hier, là, Andrew Shaw qui frappe Adam McQuaid à la tête, là, c'est une pénalité pour interférence. Et Adam McQuaid il est couché à terre. À ce moment-là, en deuxième période, le pointage était quoi? Je regarde vite, là. C'était 1-1, je crois. Le Canadien a marqué. C'est 1-1 parce qu'ils ont marqué, oui. Ils ont marqué tout de suite après, Mathieu 2-1. Écoute, Columbus aurait pu dire il y a un code. On se doit d'aller frapper Andrew Shaw. Il faut dropper les gants et essayer de se battre avec lui. Non. Ce que Columbus a fait, c'est on dit on va se reprendre, puis on va aller scorer des buts, puis on va aller jouer du hockey, puis on va frapper tout le monde. On n'ira pas juste après Andrew Shaw. On va aller après Victor Mété, on va aller après Shea Weber, on va aller après Max Domi, on va aller après Thomas Tatar, on va aller après tout le monde, puis on va les frapper légal. Le code, quand il est appliqué comme ça, moi, de mon côté, là, je regarde ça comme analyste à cette heure, je pense que c'est beaucoup plus important parce que c'est un code d'équipe, pas juste un code individuel. C'est ça qui est arrivé hier soir, Montréal-Columbus. Je pense que ce moment-là aurait pu aller vraiment d'un côté comme de l'autre et est allé en faveur des Blue Jackets. Oui, le Canadien marque après, mais c'est vrai que les Blue Jackets ont repris le contrôle, puis tu sais, des fois, on parle de toughness. On parle d'être dur à cuire ou une équipe qui est tough. Mais comme tu dis, ce que tu décris là c'est team toughness. Ça, c'est une équipe là, qui va tout le temps répondre ensemble. Fait que si tu en frappes un, ça va continuer de venir vers toi, mais de la bonne façon. C'est là que tu joues avec ces émotions-là. Il y a une ligne. Tu peux être dans le visage, tu peux être tough, tu peux finir tes mises en échec. S'il y a quelque chose, tu as tout le temps les 5 joueurs sur la glace qui viennent voir. Tu sais, nous autres, on disait ça là, quand on frappait avec une équipe là, qui était vraiment plus dure avec les points, là, qui était tough, qui avait plusieurs bagarreurs. On disait, soyez tough en équipe. Tout le monde, les 5 sur la glace, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est la façon de répondre à ces gestes-là. Puis, de toute façon, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de brasser les choses, c'est McQuaid, lui, éventuellement, quand il revient au jeu. Mais en attendant, c'est la façon que l'équipe a répondu. Et tu sais, des fois, tu fais des... moi, j'ai vu ça, puis ça arrive à 1000 matchs. Je me souviens parce que je l'ai vu au Rocket. J'ai fait un match du Rocket contre Binghamton cette semaine. Et il y a eu un coup d'épaule qui a été donné à un joueur du Rocket qui a été blessé. Le Rocket en course aux séries.
puis ils ont perdu le focus. Leur meilleur joueur, Belzile, est parti après un joueur, le joueur qui a frappé Vedemo, a pris une pénalité. Il y a eu des pénalités suivantes. Finalement, c'était John Ramage, qui avait donné un coup d'épaule à Vedemo. Ramage a fini avec 2 buts. Binghamton est sorti de là avec la victoire, puis le Rocket n'a rien réglé de cette situation-là parce qu'ils se sont laissés dériver dans le fond de leur plan de match. Il y a une façon de répondre à ces choses-là, puis elle est en train de changer. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui ont la même mentalité. Tu essaies de changer une culture, ça va prendre du temps. Mais si on revient sur ce match-là, tu as mentionné un des événements que Shaw n'aura pas de suspension suite à ce coup-là. Ça a l'air de 2 joueurs, que 2 trajectoires qui se sont croisées à la ligne bleue. Là. Je ne sais pas s'il voulait peut-être mettre un peu d'interférence ou si le bras il piquait un peu, mais bon, le Canadien s'est fait battre 6-2 dans un match extrêmement important pour les 2 équipes. C'est quoi, toi? Comment tu as vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là? Une rencontre complètement dominée par le Canadien pendant les 10-11 premières minutes. Puis après, ça a été Columbus qui a pris le contrôle. Oui, Columbus sont quand même assez rapides. Là. Je pense qu'ils ont surpris le Canadien de vitesse un peu, surtout du côté robustesse, comme on a parlé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir la vidéo de John Tortorella entre la première et la deuxième période, la première entracte dans la chambre des joueurs. Il était animé, il était intense. Tu sais, moi, je l'ai connu bien comme il faut, John Tortorella, au début de ma carrière en camp d'entraînement avec les Sabres de Buffalo, à la fin de ma carrière avec les Rangers de New York. Puis c'est un gars là, qui rentre dans la chambre, puis quand il a le bon message, tu te sens là, vraiment avec plein d'énergie pour recommencer, pour y retourner. Je pense que John Tortorella était à son meilleur hier. Même là, quand on a parlé du geste de Shaw à McQuaid, tu l'as vu, John Tortorella était animé sur le banc, il criait à l'arbitre, c'était un coup de coude. C'est lui, comme entraîneur, qui a pris l'énergie négative de ce geste-là et il n'a pas laissé ses joueurs l'absorber. Il l'a absorbé comme entraîneur et il a laissé ses joueurs jouer la game. Moi, je pense que c'est ça là, que j'ai tellement apprécié de John Tortorella quand j'ai joué avec les Rangers. Des fois, oui, il peut être un peu bizarre et un peu croche là, dans ses manières à essayer de motiver les joueurs, mais je pense que tu as vu là, du vintage John Tortorella hier soir. Il était capable de garder son équipe ensemble et tranquillement, pas vite, continuer à travailler. Le plan d'équipe, le plan de match est là pour une raison. Continuez sur le plan de match et ça va vous donner des résultats. C'est ça que Columbus a fait. Ils n'ont pas changé de plan de match durant les 60 minutes. Ça a moins fonctionné en première période. Ça a mieux été en deuxième. Et là, fin de deuxième, début de troisième, ça l'a complètement ouvert les portes. Je pense que c'est ça qui est arrivé aux Canadiens. Ils se sont fait frapper. Ils se sont fait surprendre de vitesse un peu. Et c'est sûr que quelques joueurs n'ont pas répondu aux attentes. On parle de Drouin, ça va moins bien. Mais encore une fois, Paul Byron, Bruno t'en parlait, la ligne, le trio de Paul Byron avec Will et Thompson, c'était pas vraiment un 4e trio. C'était quasiment rendu un 3e trio. Ils jouaient plus, il y avait beaucoup plus de temps de glace que Kotkaniemi, Armia et Drouin. Et là, tu ramasses que tu as perdu un élément important sur ce trio-là, qui n'est pas vraiment un 4e trio, qui est quasiment juste un 3+. C'est ça qui était la perte du Canadien hier contre Columbus. Non, tu as raison, mais tu le connais bien, Torts, puis je serais curieux de savoir là-dessus parce que, oui, tu as un plan de match, tu veux le garder droit. Il y a certains ajustements où il y a juste des fois le fait que tu reprends le contrôle, fait que ton plan de match se met à fonctionner. Moi, j'ai trouvé qu'en début de match, là, toutes les sorties zones du Canadien, ça y allait facile comme dans du beurre, c'était rapide. Puis il y avait, Columbus essayait de mettre de la pression, beaucoup de pression, les échecs avant, puis il se retrouvait avec 2 joueurs dans le fond du territoire. Ce qui restait 3 bleus pour défendre la zone neutre. Et le Canadien, là, c'est dans leur force. Là, tu as de l'espace, tu peux t'amener avec de la vitesse. Puis là, ça penchait du bord du Canadien. Il y a eu quelques erreurs, dont une de Kulak, une de Kotkaniemi, qui a permis certaines présences des Columbus dans leur territoire. Puis ensuite de ça, tu voyais Columbus choisir leur moment. S'ils n'étaient pas capables d'être sur la rondelle en même temps que le défenseur du Canadien, reculait, attendait en zone neutre un peu plus, puis c'est là qu'il était capable de créer un revirement. Tu récupères la rondelle à ta ligne bleue, puis tout de suite, tu te mets de la pression de l'autre côté. Un peu dans le principe de football. Tu sais, des fois, c'est pas, tu ne marqueras pas de points sur chacune de tes possessions, mais si tu peux les pousser tout le temps de leur côté, que toi, tu as des changements contrôlés, que tu changes quand tu es en train de mettre de la pression sur eux autres, que le Canadien sort de leur territoire, puis font juste dégager pour aller changer, là, tu commences à prendre un avantage. Mais j'ai aimé
le changement que Tortorella a fait entre Dubois et Duchesne. Le fait qu'au début du match, tu voyais beaucoup Panarin contre le trio Adano Gallagher, puis que plus la partie avançait, moins souvent tu le voyais, plus souvent tu le voyais aller contre Kotkaniemi. Tu voyais Dano, lui, se retrouver contre le quatrième trio, contre la ligne à Foligno, et Panarin, lui, après ça, allait jouer contre les autres trios. Est-ce que Tortorella, c'est un entraîneur qui s'ajuste beaucoup ou qui match beaucoup ces trios? Oui, il match beaucoup ses trios, surtout avec les défenseurs. Quand moi, j'étais avec les Rangers, là, on jouait contre Ovechkin en séries éliminatoires. Il y avait un défenseur, comme c'était souvent Dan Girardi, qui était sa responsabilité, était d'embarquer sur la glace à tous les fois qu'Ovechkin était sur la patinoire. Là, tu te retrouvais de l'autre côté, c'était Bruce Boudreau ou Barry Trotz, les entraîneurs avec Washington, et ils changeaient le ligne. Ils séparaient Ovechkin d'avec Backstrom. Alors, il voulait savoir comment que John Tortorella allait réagir à ça. Tortorella décidait de toujours garder son gars, s'il y a un homme, contre le joueur le plus utile de l'autre équipe. C'est le même qui marche. Mais il fait beaucoup de changements dans sa préparation, puis des choses simples. Lorsque tu remportes une mise en jeu dans ta zone en zone défensive, souvent, il dit on envoie la rondelle du côté éloigné. Alors, si la mise en jeu est du côté gauche du gardien de but, tu la gagnes, on l'envoie du côté de l'aile droit. Bien là, l'autre équipe s'ajuste, commence à anticiper que tu l'envoies du côté droit. Alors là, on va l'envoyer du côté gauche. C'est le genre de changement qu'il faisait. Mais souvent, ce que Tortorella voulait avoir, c'est donner la confiance à ses joueurs d'être capable de monter là, au défi. Alors, si dans mon temps, il disait à Marian Gaborik, je sais que défensivement, tu as de la misère, mais je vais te faire jouer contre la grosse ligne de l'autre équipe. Il lui donnait une période et demie, des fois même 2 périodes avant de changer les choses pour lui donner la confiance et dire, j'ai vraiment, là, je crois en toi que tu peux faire la job. Mais c'est sûr que quand tu es dans une partie contre le Canadien et à ce stade-ci de la saison, tu dois vraiment de changer quelque chose. Et puis surtout que Matt Duchesne, c'est un nouveau quand même. Il a juste été là 1 mois. Et tu dois te servir de joueurs que tu connais. Et c'est pour ça qu'un gars comme Dubois, qui était excellent pour Tortorella cette année, et il y a eu des bonnes conversations. Je me souviens, j'avais lu un article en début de saison où le père de Pierre-Luc Dubois avait même parlé à Tortorella pour lui faire comprendre le côté mental de Pierre-Luc. Et ça l'a vraiment aidé Tortorella, ça l'a aidé Dubois. C'est pour ça que des fois, tu vois là, certains joueurs être placés dans une situation là, pour essayer de réussir, et c'est ça qui est arrivé. Et oui, en tout cas, ça, c'est sûr, ils ont réussi hier, répondu à l'appel, surtout après que le Canadien ait pris les devants. Tu as la mise en échec à Shaw, tu marques un but à 4 contre 4. Ça aurait été le genre de match là, ou le genre de moment dans un match où le Canadien aurait pu complètement prendre le contrôle, puis que, comme tu disais, Columbus perd la carte un petit peu, puis à partir de là, tu gagnes le match, mais ça n'a pas été le cas. Columbus est revenu. C'est encore Carey Price devant le filet. J'aimerais que tu me parles un peu de ce que tu as vu de lui, parce que dans les derniers matchs, là, ça avait l'air tellement facile pour lui être gardien de but en confiance. Hier, ça a été un match un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a des facettes de son jeu, il y a des choses que tu as vues dans son jeu qui... Ça arrive d'un mauvais match pour un gardien aussi, un match un peu plus difficile, où c'était vraiment juste, c'est les breakdowns qui arrivaient devant lui, puis là, les occasions, quand je veux dire la passe de Duchesne à Panarin, un lancer sur réception, qui peut arrêter ça? Parle-moi un petit peu de son jeu. Puis après ça, amène-moi sur l'utilisation de Carey Price, parce que c'est toi qui me disais ça juste avant. Il est rendu à 24 matchs des 25 derniers du Canadien. Il y a eu 24 départs là-dessus. Il reste 4 matchs. Je ne vois pas Niemi revenir devant le filet. Non. Là, lui, on l'utilise à outrance. Là. Est-ce que c'est de la bonne chose à faire? Est-ce que ça devient... Tu essaies de faire les séries, puis sinon, en rentrant en série avec ce genre d'utilisation-là, est-ce que ça peut être difficile pour lui? Écoute, c'est sûr que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire confiance à Niemi. Tu ne peux pas amener Charlie Lindgren jouer un match quand même. Alors, tu dois faire confiance à Carey Price. Est-ce que c'est une situation idéale? Peut-être pas. Tu regardes, Columbus ont reposé Bobrovsky 2-3 fois dans le dernier mois. Korpisalo n'a même pas remporté le match. Écoute, Korpisalo est 0-5-1 dans ses 6 derniers départs, mais quand même, Bobrovsky a eu une couple de matchs de repos. En Caroline, McElhinney, Mrazek ont quand même partagé le filet. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la situation idéale pour le Canadien, mais un athlète
et un leader et un gardien de but comme Carey Price, tu dois comprendre qu'il est capable de jouer plusieurs matchs et il est capable de très bien performer. Et tu le vois, son langage corporel, tu en parlais, il fait un arrêt dans les derniers matchs. C'est sûr, on oublie le match à Columbus, là, mais avant ça, il fait un arrêt, il est tout de suite debout sur ses patins, prêt au prochain jeu, prêt comme s'il n'y avait pas de fatigue. Et il était excité, il était content d'être dans la mêlée et de jouer tous les matchs. Ça, je l'ai vu avec Dominic Hasek, je l'ai vu avec Ryan Miller, je l'ai vu avec Henrik Lundqvist. Écoute, la saison 2012-2013, qui était la saison de 48 matchs à cause de l'arrêt de travail, Henrik Lundqvist a joué 22 des 23 derniers matchs avec les Rangers. J'en ai joué un. C'était un match à Montréal. Pourquoi? Parce que John Tortorella a dit bon, Lundqvist, il aime les hot dogs à Montréal. Fait que Martin, c'est toi qui vas gauler la game. C'est vraiment là, c'est la seule raison pourquoi j'ai gaulé. Puis Lundqvist était bon. On avait besoin de victoire et il était bon. Il était là. Oui, il a perdu des matchs. Oui, il a eu des matchs ordinaires. Mais quand même, à long terme, tu le savais que Lundqvist allait te sauver des matchs, allait te voler des matchs. Et c'est la même chose avec Carey Price. Claude Julien n'a pas le choix de continuer avec Carey Price et de continuer à s'en servir pour tous les matchs. Et moi, je pense que Carey Price va avoir de très bons matchs. Oui, contre Columbus, c'était ordinaire. C'était pas le grand Carey Price. Écoute, il essaie de faire l'arrêt avec la mitaine. La rondelle tombe, est dans le filet. C'est sûr que c'est pas le Carey Price qu'on a vu dans les derniers matchs, mais c'est correct, c'est normal. C'est plate, c'était contre Columbus, mais là, tu en as vraiment besoin. Là. Winnipeg, Toronto, Washington, t'aimes pas. Écoute, tes 4 gros matchs, la seule manière que tu gagnes, c'est avec un Carey Price en plein en plein contrôle de ses moyens. Il a entièrement raison là-dessus. Même les gardiens, on l'a vu dans le passé, là, il y a des hauts, des bas dans une carrière. Il jouait de l'excellent hockey au bon moment, ce qui permet aux Canadiens d'être dans cette course aux séries. Puis quand tu parles de gardien, moi je pense qu'on regarde de l'autre côté, Bobrovsky, dans les derniers matchs. Je pense avant le match contre le Canadien, il y a eu 3 blanchissages dans ses 4 derniers départs, 976 d'efficacité. Ça, c'est le Bobrovsky, là, candidat au Vizina, que les Blue Jackets auraient dû avoir toute la saison, au lieu de la petite... zizanie dans l'équipe avec l'entraîneur, les performances en dents de scie. Tu sais, les Blue Jackets de Columbus sont une équipe qui se bat pour la première position de la division quand Bobrovsky est en santé puis joue le hockey qui est capable et se battent pour une place en série quand c'est une saison bien moyenne pour Bobrovsky. Mais si Bobrovsky prend en feu au bon moment, c'est une équipe que, une fois rentré dans les séries, c'est réussi à même dénicher la première équipe repêchée, puis de se retrouver contre Washington. Encore une fois, là, si Washington termine premier de sa division, qui rencontre encore Washington, c'est une équipe qui est capable de sortir les Capitals. Ils ont passé tout près l'année dernière. Oui, ils ont passé tout près, puis c'est sûr que tu parlais de Foligno, tu parles de Oliver Bjorkstrand, tu parles de Josh Anderson, tu parles de Panarin, tu parles de beaucoup de joueurs. Écoute, c'est une équipe améliorée avec les joueurs à date limite, mais c'est une équipe qui peut vraiment surprendre. Puis de revenir sur Carey Price juste une petite minute, tu m'as aussi demandé, est-ce que tu penses que si le Canadien viendrait à faire les séries, on peut se fier à Carey Price qui ne sera pas trop fatigué? Moi, je pense que l'adrénaline à ce moment-ci de l'année, c'est ça qui contrôle ton énergie. Écoute, quand j'étais avec les Flyers, ma première année complète avec les Flyers, 2007-2008, j'ai joué les matchs à la fin de la saison. C'était intense. On a fait les séries à l'avant-dernier match, puis on s'est rendu en finale de conférence. On a gardé le rythme et l'intensité et l'adrénaline tout le long. On n'avait pas eu à dropper puis à remonter encore. On est resté sur le high pendant 2 mois et demi avec la fin de la saison et le premier mois des séries. Alors, je pense que Carey Price est capable, encore une fois, de continuer dans les séries. C'est juste à savoir si le reste de l'équipe va le suivre avec un bon rendement. Là, il y a plusieurs. On est dans les courses aux séries. Là, on parle beaucoup de celle-là du Canadien avec les Blue Jackets et les Hurricanes de Caroline, c'est certain. Il y a plusieurs petites courses parce que c'est pas parce que tu es déjà en série que c'est terminé. On sait, pendant un bout, il y avait Toronto qui courait après Boston pour avoir l'avantage de la glace. Là, je pense que Boston s'est sauvé avec ça. C'est encore très serré entre Pittsburgh, Islanders et même Washington. 5 points séparent Washington et Pittsburgh. Première position, troisième position, tu as les Islanders à 97 dans le milieu.
Ça va être des courses encore intéressantes pour avoir l'avantage de la glace. C'est la même chose dans l'Ouest. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu parce que là, c'est une équipe qui a un point d'interrogation que le monde, pendant un moment, classait à travers les équipes favorites pour gagner la Coupe Stanley, là, avec les Winnipeg et les Lightning. Puis là, sont en train de glisser. Les Sharks de San Jose. Et le point d'interrogation est devant le filet, en Jones. Ouais. C'est une équipe qui se battait pour la première position dans la division. Ça, je pense que c'est à oublier. Mais là, avec une confrontation contre Vegas bientôt, le prochain match des Sharks, c'est contre Vegas. Là, les Vegas est à 5 points de San Jose. Ils pourraient même perdre l'avantage de la glace au premier tour puis se retrouver encore contre les Golden Knights de Vegas et faire quelques parties. Merci, bonsoir, on est en vacances. Qu'est-ce qui se passe à San Jose? Est-ce que tu vois que Jones, serais-tu capable de regrouper ces choses et être capable d'avoir des bonnes séries? Non, écoute, si je faisais mes prédictions, là, je dirais un balayage de Vegas contre San Jose en première ronde. Peu importe, sur la route, à domicile, c'est un balayage. Écoute, j'ai vu une statistique cette semaine. Martin Jones a joué 59 matchs cette année pour les Sharks. 52 fois, puis c'est arrivé hier soir 2 fois dans le match. 52 fois cette saison, Martin Jones a donné un but dans les 5 premières minutes d'une période. Alors, 59 matchs, il a joué 177 périodes cette année, OK? Et 52 fois, quasiment le tiers de son temps d'utilisation a donné un but dans les 5 premières minutes de la période. Écoute, t'es une équipe, là, tu commences la game, paf, t'es de 1-0 dans le déficit dans les 5 premières minutes. Tu joues une bonne première période, t'es égal, 0-0, paf, les 5 premières minutes, la deuxième période, tu donnes un but. C'est incroyable. C'est mental. Martin Jones, c'est mental. Écoute, c'est un bon gardien de but, il a des bons déplacements, mais il donne de mauvais buts. C'est entre les deux oreilles. Puis ça ne se redresse pas là, comme ça. Ça prend du temps. Si tu regardes la progression ou le manque de progression de Martin Jones, sa première année avec les Sharks, finale de la Coupe Stanley, deuxième année plus bas, troisième année plus bas, quatrième année plus bas. Ça a continué à descendre les escaliers au lieu de monter les marches. C'est pour ça que les Sharks, là, dans mon livre à moi, sont out. C'est plate parce qu'ils ont une bonne équipe de hockey. Puis c'est même pas un gardien de but. Là. Tu sais, dans le temps, là, il y avait Michael Layton, puis il y avait Brian Boucher, puis il y avait Anthony Niemi avec Chicago. C'est des gardiens de but, on dit, hey, c'est pas des superstars, mais ils font la job. Martin Jones ne fait pas la job, puis les Sharks, d'après moi, vont être out en première ronde. C'est dommage, encore une fois, eux qui étaient passés si près. Ils étaient favoris quand ils étaient arrivés contre les Penguins de Pittsburgh une année avec leur style de jeu. Ils n'ont pas le garde d'aller gagner la Coupe Stanley. Et ce qui est probablement le dernier essai, la dernière chance de Jumbo Joe Thornton. Va peut-être se terminer encore une fois contre ces Golden Knights de Vegas. Une petite rivalité qui est en train de se créer entre les deux équipes. Ouais. On a encore quelques minutes. J'aimerais rapidement, en passant par tes sabres de Buffalo, j'aimerais savoir, là, Alain Vigneault vient d'être nommé entraîneur-chef d'équipe Canada au championnat du monde. Et là, on est loin, là, mais Alain Vigneault, qui là, est sorti de la Ligue depuis un petit moment, est-ce qu'il y aurait des possibilités? Parce qu'il y a plusieurs liens qui se font avec les sabres de Buffalo. J'aimerais que tu m'expliques un peu ces liens-là et ceux-là avec les Oilers d'Edmonton. Ben écoute, les Oilers d'Edmonton qui ont Konechka comme entraîneur présentement sont à la recherche d'un entraîneur pour l'année prochaine. Tu as plusieurs d'autres recherches dans la Ligue nationale pour entraîneur. Buffalo, est-ce que Jason Botterill va vouloir garder Phil Horsley après une saison désastreuse? Et l'année passée, c'était pas vraiment meilleur. Puis là, c'est parce que Jason Botterill, avec Ron Hextall et Ron Francis, sont dans le groupe de dirigeants d'équipe Canada. Et quand tu passes du temps au championnat du monde, tu es 3 semaines ensemble, les entraîneurs, les dirigeants sont ensemble, ça soupe ensemble, ça se connaît. Alors, est-ce que ça serait une possibilité pour Jason Botterill de se mettre à connaître Alain Vigneault et de savoir si ce serait le bon entraîneur pour les Sabres de Buffalo? Sans jamais avoir pris une décision sur Phil Horsley, tu peux quand même étudier le dossier et savoir si ça va arriver. Puis l'autre chose avec les Oilers d'Edmonton aussi, puis j'en parlais avec notre confrère Darren Dreger ce matin, il disait « Hey, Bob Nicholson, là, il est le président des Oilers d'Edmonton, mais il est encore bien attaché avec Hockey Canada. Et alors, Bob Nicholson va probablement vouloir se servir de ce championnat du monde-là aussi pour voir si Alain Vigneault pourrait être une
solution pour les Oilers d'Edmonton. Écoute, c'est sûr que tu as vu beaucoup des entraîneurs qui sont allés au championnat du monde avec équipe Canada, avec équipe USA, avec peu importe les équipes, les bonnes équipes, et ils sont revenus avec ce tremplin-là dans la Ligue nationale. Alain Vigneault, par exemple, je pense qu'il se fait encore payer une autre année par les Rangers, puis je pense que c'est quelque chose comme 4 millions. Alors, il y a le temps, mettons, de voir les options en avant de lui, mais s'il y a une porte qui s'ouvre, si tu es Alain Vigneault, tu continues à ouvrir la porte et tu reviens dans la Ligue nationale le plus vite possible, surtout avec des équipes comme avec McDavid, avec Jack Eichel. Tu as des joueurs clés avec ces équipes-là. Là, tu dois quasiment sauter sur l'offre si elle se présente. Mais, OK, c'est toi l'entraîneur. C'est toi que tu décides, OK, moi, je réoriente ma carrière, je reviens dans le monde du hockey comme entraîneur-chef. Et tu te fais offrir les 2 postes. Là, tu as une équipe là, qui a 2 marqueurs de 100 points en McDavid et Draisaitl, qui ne fait pas les séries, qui sont pris au plafond. Il n'y a pas de place pour aller signer des joueurs ou faire des changements. Ou les Sabres de Buffalo, qui, on pensait qu'avec la série de victoires qu'ils avaient fait, on pensait que c'était les premiers pas vers une équipe qui va redevenir compétitive. Et là, ça s'est écroulé depuis. Si tu as le choix entre ces 2 équipes-là, tu prends lequel des 2 postes et pourquoi? Ben, c'est sûr que moi, je regarde les Sabres beaucoup plus attentivement là, dans les dernières années. Moi, je prendrais les Sabres parce que je crois vraiment que le problème des Sabres de Buffalo présentement, il y a un petit manque de talent, mais la structure de jeu, la structure surtout en zone défensive, Phil Housley qui veut que les Sabres jouent comme une couverture homme à homme dans la zone défensive, je pense que c'est pas vraiment la bonne structure pour les Sabres. Alors, il donne beaucoup de buts et beaucoup de joueurs laissés là, seuls dans l'enclave à cause de cette couverture-là. Je pense que du côté d'Edmonton, oui, tu as Draisaitl, oui, tu as McDavid, mais à la défensive, dans le filet, tu as des problèmes. Alors, moi, je prendrais les Sabres de Buffalo. Je pense que ça serait la meilleure situation pour un entraîneur comme Alain Vigneault. Mais encore une fois, est-ce que les Sabres de Buffalo, avec Dan Bylsma qui était ici 2 ans, ils l'ont congédié, et là, Phil Housley qui finit sa 2e saison, tu viendrais qu'elle congédie aussi. Ted Nolan avait fait 2 années avant ça. Tu as eu des entraîneurs à toutes les années où les 2 ans se font congédier ici à Buffalo. Ça prend de la stabilité présentement. Et peut-être que Botterill, qui est un gars très patient, va opter pour la stabilité au lieu de faire un changement. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il change à Buffalo, surtout de la structure de jeu, parce que ça ne marche pas. Et peut-être de laisser la chance à Phil Housley de recommencer l'année prochaine. Et que si ça ne fonctionne pas, là, Alain va avoir encaissé une bonne partie de son 4 millions. Et les 2 vont avoir établi un certain contact au championnat. On ne sait jamais. À Noël, un cadeau de Noël. Un petit cadeau. Martin, c'est tout le temps qu'on avait cette semaine. Je suis bien content de renouveler avec le balado des Grenouilles Podcast. C'est un plaisir. À défaut de pouvoir te faire un corps à corps, je suis bien content qu'on ait pu se jaser hockey ensemble. Je t'envoie un gros bec, mon Bruno. Très apprécié. Merci, je t'en renvoie, Martin. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye.